politique sociale et européen. Monsieur le président. Bien, Monsieur le Président, Madame la Première Présidente de la Cour des comptes, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Le rapport annuel de la Cour des comptes regroupe plusieurs approches. Le constat de la situation fin 2019, une appréciation de l'évolution prévisible, des recommandations et une évaluation du niveau de mise en œuvre des recommandations passées. L'analyse de la situation des finances publiques repose sur des données et des chiffres incontestables. Elle apporte ainsi un éclairage assez objectif du présent, en y ajoutant une projection plausible des évolutions des différents indicateurs à court et moyen terme. Par contre, les recommandations ne sont pas nécessairement toutes pertinentes, car pouvant relever d'options politiques contestables, et je prendrai dans quelques instants l'exemple de la restauration scolaire. Dans cette approche critique, il me paraît donc normal, voire même heureux, que toutes les recommandations de la Cour des comptes ne soient pas prises en considération. En ce qui concerne les finances publiques, le constat, et dans leurs interventions de tonalités diverses, mes collègues en ont apporté la preuve, le constat est celui du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. La situation d'ensemble est jugée comme n'étant pas encore satisfaisante. En 2019, le solde des administrations publiques se traduit par un déficit de 3,1% du PIB, ramené à 2,2% du PIB si on neutralise l'effet de la double charge du CICE sur cette année-là. L'endettement demeure à un niveau élevé de 98,8% du PIB et les perspectives pour 2020 ne laissent pas entrevoir d'amélioration significative sur ces deux critères, alors que la faiblesse des taux d'intérêt, comme cela a déjà été indiqué, a permis d'alléger la charge de la dette de 3 à 5 milliards d'euros suivant les années, c'était 4,4 en 2019. On se trouve donc dans une phase de stabilisation du déficit et de la dette, alors que nos principaux partenaires européens ont largement amorcé une courbe de décrue. On peut voir aussi le verre à moitié plein, si on considère que cette stabilisation a permis de supporter des dépenses exceptionnelles consécutives au mouvement des Gilets jaunes et qui pèseront encore 9 milliards d'euros dans le budget 2020, avec en même temps une légère diminution des prélèvements obligatoires. Légère, c'est un euphémisme, c'est quand même 10 milliards d'euros, soit 0,4 points de PIB. On peut également remarquer que le déficit de 2,2% du PIB représente le niveau le plus faible depuis 2001. Il convient aussi de noter la spécificité bien française qu'est le taux d'épargne des ménages, qui a atteint 15,2% en 2019 contre 14,9% fin 2018. Taux d'épargne certes légèrement inférieur à celui de la Suède et de l'Allemagne, mais d'environ 50% plus élevé que la moyenne des pays de l'Union européenne. Il y a là une réserve de richesse importante qu'il conviendrait sans doute de mobiliser ou d'essayer de mobiliser en direction de l'investissement et de la consommation. On pourrait aussi évoquer la reprise de l'emploi industriel et la baisse du chômage. Cela a été fait par un collègue. Ça, c'est le verre à moitié plein. J'ajouterai que le potentiel d'économie à réaliser dans les dépenses publiques demeure presque intact, ce qui peut donner des marges de manœuvre à moyen terme pour améliorer la situation financière du pays, puisque l'effort principal n'a pas encore été fait. Je voudrais maintenant rapidement évoquer l'apport du numérique dans la transformation de l'action publique. Cet apport est indéniable en termes de capacité de traitement et de recherche et d'économie pour les administrations de l'État, du secteur socio-sanitaire et des collectivités locales. Cependant, comme le note la Cour, l'accompagnement à la mise en place systématique de la dématérialisation est sans doute insuffisant. On peut même se poser la question si une dématérialisation totale est souhaitable, car aujourd'hui, elle contribue à marginaliser une partie non négligeable de la population et pas uniquement les personnes âgées. Certes, on peut rêver pour le secteur public de relations totalement déshumanisées où les seuls risques de contamination seraient ceux des virus informatiques. Mais est-ce bien cela le modèle de société que nous voulons ? Dans d'autres domaines concernant les collectivités locales, je partage l'analyse
et les recommandations de la Cour concernant les abattoirs publics qui, à mon sens, relèvent de la sphère concurrentielle, donc du secteur privé. Par contre, j'émets des réserves sur la partie du rapport qui concerne la restauration scolaire. Comme la Cour des comptes l'indique dans son introduction, et je cite, « Les sujets de politique publique ne peuvent pas être analysés uniquement au travers du prisme financier ». La restauration scolaire s'exerce aujourd'hui principalement au niveau communal, ce que regrette la Cour, qui préconise une mutualisation au niveau intercommunal, voire une externalisation du service via notamment la délégation de services publics, et enfin une collaboration entre l'État et l'échelon local par la mise en place d'indicateurs de suivi. Devant la diversité des territoires, de par leur taille, je pense à l'intercommunalité qui est quand même très diverse en la matière, en termes de potentiel humain ou en termes de superficie. Leur caractère urbain ou rural, je crois qu'il faut laisser aux collectivités locales l'entière liberté de s'adapter aux caractéristiques de leur population et de leur territoire, avec comme indicateur principal le rapport qualité-prix. Pour ma part, j'estime que l'on peut arriver, sur ce critère, à d'excellents résultats dans des communes de taille moyenne avec une gestion en régie. C'est l'exemple que je voulais donner de préconisations qui me paraissent contestables, surtout lorsqu'on veut les généraliser et qui peuvent être émises effectivement par la Cour des comptes dans une approche que, pour ma part, j'estime, excusez-moi de la critique, Madame la Présidente, un peu trop technocratique. En conclusion, si notre pays, de par son modèle économique et social, fonctionne plutôt sur le mode diesel, avec des évolutions plus lentes que chez nos voisins européens, nous disposons de tous les atouts en termes de richesse, d'attractivité et d'ingéniosité pour améliorer progressivement la situation économique et sociale et, bien sûr, ses finances publiques. Merci, Monsieur le Président. Je vais appeler